On fait le point, bienvenue dans ce numéro. Le contexte, vous le savez, c'est la demande du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, aux membres de son gouvernement et aux fonctionnaires de venir rendre compte de leur gestion dans les médias. Un exercice qui offre ainsi aux gestionnaires de l'argent public l'opportunité de décliner les chantiers réalisés courant 2024, les contraintes majeures auxquelles ils se sont heurtés et dire comment ils voient les choses pour le futur de leur entité respective. Notre thème du jour porte sur le ministère du Budget et notre interlocuteur est un familier des institutions financières internationales pour y avoir occupé plusieurs fonctions prestigieuses, notamment au Fonds monétaire international FMI. Les politiques budgétaires et leur conduite efficiente, il en connaît un rayon. C'est M. Fassine Sila, ministre du Budget que nous recevons. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour, Alpha Ousmane Diangolo Bari. Bonjour, Khalil. Alpha Ousmane Diangolo Bari anime ce plateau avec moi. Et bienvenue à nos aimables téléspectateurs. Monsieur le ministre, dans la loi des finances rectificative LFR 2024, le ministère du Budget a bénéficié d'une enveloppe de près de 409 milliards. Quelles ont été vos réalisations majeures? Je précise que vous êtes le chef d'orchestre, l'architecte du budget national, ça on en parlera tout à l'heure, mais votre dotation budgétaire au titre du ministère du Budget. Merci beaucoup. Je suis très content de me soumettre à cet exercice républicain qui tient à cœur le président de la République, le président Mamadi Doumbouya. Et c'est avec plaisir que je m'y soumets et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Pour répondre à celle que vous venez de poser, le budget de mon ministère est un budget qui n'est pas très significatif dans la masse, parce que nous ne sommes pas un département sectoriel, nous sommes un département transversal, ce qui fait qu'on n'a que 400 et quelques milliards. Et sur ces 400 et quelques milliards, le taux d'exécution est de 92% grâce à nos réalisations en termes d'infrastructures et d'investissements. Les infrastructures, les investissements, on en a une idée. Vous avez conduit beaucoup de réformes par ailleurs. Il faudra peut-être en parler, profiter de cet aspect pour en parler un peu. Vous savez, avant d'arriver à ce point, je dois vous dire que mon ministère est en charge de tout ce qui est réalisation des recettes de l'État et de l'exécution des dépenses budgétaires de l'État. À ce titre, le ministère fait la conception du budget de l'État, l'exécute et s'en assure le bon fonctionnement. Et nous sommes donc au cœur de l'activité socio-économique du pays. Et le ministère, pour effectuer ces tâches, a des démembrements dans tous les pays et il est constitué de 4 principaux directions générales ou directions nationales. Vous avez la direction générale du budget, je dois dire. Vous avez la direction générale des impôts, la direction générale de la douane et la direction nationale de la comptabilité des matières. Vous avez aussi la direction nationale du système d'information. C'est tous ces démembrements qui constituent l'ensemble de mon ministère. Et ces directions générales et ces directions nationales ont également leur démembrement dans toutes les préfectures du pays, les 33 préfectures et dans les gouvernorats. Et c'est ainsi que, dès que j'ai pris fonction, étant un peu quelqu'un qui vient de l'extérieur, bien sûr. mon premier devoir a été de visiter le pays, l'intérieur du pays. Comme le dit un de mes collègues du gouvernement, je suis venu du Fonds monétaire
international au fin fond de la Guinée. Oui, tout à fait. Donc, j'ai fait presque la grande ligne qui quitte Conakry jusqu'à Zo en voiture. Ouais. Et pendant cette tournée, je me suis rendu compte de l'importance de la décentralisation et des actions que nous posons ici dans nos ministères. Et c'est pendant cette tournée aussi que j'ai su que, on le dit souvent, mais on ne se rend pas compte, la Guinée ne se limite pas à Conakry. C'est quand vous allez à l'intérieur du pays, vous voyez l'importance du pays et surtout une vibrance économique qui est vraiment importante. Importante, ouais. Et c'est en ce moment que j'ai décidé, avec mes collègues, de tout faire pour que nos investissements qui sont dans ces régions, dans ces préfectures, soient renforcés. Notamment l'école régionale de la douane à Kindia. Du moins, c'est la direction régionale à Kindia. Et la direction de la brigade mobile à Mamou. Et le centre de formation des régies financières à Farana, parce que nous estimons que dans les années à venir, il faudrait que ces pôles soient des pôles importants de développement économique. Voilà. Monsieur le ministre, ça nous édifie un peu sur votre vision, la vision que vous avez en arrivant dans ce département stratégique. On va donc poser la grande question, le budget 2025. C'est-à-dire que ça nous propulse déjà dans 2025, les prochaines années, et vous en profiterez peut-être pour dire à quel niveau d'exécution se trouve le budget de 2024. En 2025, vous venez de présenter le projet de budget au CNT. Quels sont, on a entendu des grands chiffres, et des chiffres qui flattent un peu notre patriotisme, un bon taux d'inflation, une bonne croissance, des recettes que vous avez considérées, qualifiées comment on appelle ça, qui ont été substantiellement majorées, un déficit budgétaire contenu dans les 2 ou 3% à peu près. Alors, les grandes articulations du budget 2025, l'arbitrage n'a pas été difficile, non? Si, l'arbitrage a été difficile. D'abord, c'est combien le montant? Le montant global en recettes, nous avons à peu près 34 milliards. Oui. 34 000 milliards. 34 000 milliards. Milliards. Et c'est ce qui... Et en dépenses, on a 41 000 milliards, à peu près. Et il s'en dégage, si vous faites rapidement le calcul, un déficit de 7 000 milliards et quelques, soit 2,8%. Il ne vous échappera pas que dans le contexte sous-régional, la plupart des pays, depuis la crise de Covid, sont dans les déficits qui tournent autour de 6, 5, 7%. Un économiste nous dira... Même le taux de croissance. Le taux de croissance aussi est à 7%. J'étais à 7%. Dans certains pays de l'OCDE, le taux de croissance atteint à peine 1%. Oui, mais eux, ils ont atteint une maturité. Un niveau de développement, oui. Le taux de croissance de 7% qui est projeté est très conservateur, mais malgré ce conservatisme, c'est un taux de croissance qui sort du lot. Parce qu'on parle de 4 à 6% dans la sous-région. Nous sommes l'un des pays qui réalise ce taux de croissance. Mais je voudrais surtout me centrer sur le déficit budgétaire. Ok, allons-y. Vous savez... Comment on fait pour résorber le déficit budgétaire alors qu'on n'a pas accès à des financements, alors qu'on n'a pas un programme formel avec les institutions de Bretton Woods? En restant un bon père de famille. Oui, d'accord. Ne dépensez que ce que vous gagnez. Et ne vous projetez dans vos dépenses que ce que vous pouvez estimer avoir. Oui. C'est pourquoi nous avons projeté dans ce que nous pouvons avoir 34 000 milliards. Oui, 34 000 milliards, oui. Et le déficit qu'on va dégager, ces 7 000 milliards, seront entièrement financés par nos levées de fonds sur le marché intérieur
et quelques appuis que nous aurons à partir de nos relations avec nos partenaires publics au développement. Dans votre déclaration devant comment on appelle ça, les honorables conseillers, le Parlement transitoire, vous avez dit aussi que les recettes budgétaires ont augmenté grâce aux recettes fiscales. Alors, pour un profane, on se demande quels sont les segments sur lesquels vous avez travaillé, vous et vos experts, pour obtenir ce résultat. Ouais. Parce que le budget est en augmentation par rapport à celui de l'année dernière, dont vous allez probablement parler. On était à 30 000 milliards en 2024 dans la loi des finances rectificatives 2024. On passe à 34 000 milliards. Et on a une augmentation d'à peu près 12%. Cette augmentation vient essentiellement des recettes fiscales. On a deux types de recettes dans notre ministère. C'est les recettes douanières et les recettes des impôts, de la Direction générale des impôts. Ces recettes qui viennent de la Direction générale des impôts, on les appelle recettes fiscales, s'appuient essentiellement sur tout ce que nous engrangeons comme fiscalité sur les compagnies minières, sur l'activité économique, et il n'y a pas eu une évolution majeure en matière de cette assiette fiscale. Mais ce qui a changé, c'est comment nous collectons et comment nous sécurisons. Oui, tout à fait. En faisant une de nos réformes majeures qui est la digitalisation. Oui. Et dans ce sens, on a mis en place et on est en train de déployer petit à petit cet instrument que nous appelons système d'administration de la fiscalité administrative guinéenne, SAFIC 2. Oui, SAFIC 2. Et ce SAFIC 2, ça existait dans sa phase initiale comme soubassement. Oui. Mais maintenant, on est passé à une phase supérieure qui est l'édification même de toute la structure. Et cette réforme majeure va nous faire bondir en matière de digitalisation du système de collecte des recettes fiscales. Tout l'objectif est de diminuer le facteur humain dans la collecte. Dans la collecte. C'est là où il peut y avoir la collusion, les détournements, ainsi de suite. Ouais. Mais quand on s'achemine vers cette digitalisation avec le e-tax, ça diminue beaucoup les risques de facteurs humains. Voilà. Maintenant, Monsieur le ministre, j'ai peut-être une petite question par rapport à ça. Quand le Guinéen moyen, le Guinéen lambda, apprend que l'État est en train de gérer de façon rigoureuse les recettes publiques, l'argent public, tout de suite, le Guinéen lambda se pose la question, mais quelle incidence ça va avoir sur mon niveau de vie, sur mon pouvoir d'achat? Parce que demain, il faut que l'enfant aille à l'école, demain, il faut que madame aille au marché Madina ou à Avaria pour pouvoir habiller les enfants, pour pouvoir trouver à manger pour la famille. Quelle incidence cette augmentation des recettes fiscales peut avoir sur le pouvoir d'achat du Guinéen moyen? Avant de parler du pouvoir d'achat, parlons déjà des conditions de vie et du fonctionnement de l'État. L'État a l'obligation de faire des routes. Évidemment, il peut se faire aider par les ce que vous faites d'ailleurs déjà assez bien d'ailleurs. L'État, merci beaucoup. L'État a l'obligation de payer les fonctionnaires et d'assurer la sécurité en payant les forces de défense, les armes. L'État a l'obligation d'assurer la fourniture de l'électricité dans notre contexte. Et c'est ce que nous faisons. L'État a l'obligation de garantir la qualité et la fourniture des soins de santé. C'est ce que nous faisons à travers les hôpitaux. L'État a l'obligation et le devoir de fournir les services de scolarité et de faciliter l'accès à l'éducation. Et c'est ce que nous faisons. Et tout ceci se fait, tout ce que je viens d'énumérer se fait
en s'appuyant sur nos propres efforts de mobilisation de ressources internes. Donc, quand les ressources internes croient, ça donne de la marge budgétaire à l'État de financer ses actions. Et parmi ces actions que j'ai oubliées, qui sont le paiement des bourses des étudiants Oui, tout à fait. à l'étranger comme ici. Donc, tout ce que l'État fait, il le fait à travers la mobilisation. Par exemple, de la ses subvention à l'électricité, ça fait 3 000 milliards. Hein. C'est l'un des postes budgétaires les plus difficiles. Monsieur, vous me donnez là une raison d'être un peu triste. Parce que franchement, ce que nous dépensons pour la subvention à l'énergie, à l'électricité est immense. L'État fait des efforts énormes. Voyez-vous, normalement, la fourniture de l'électricité, c'est un service marchand. Comme votre téléphone, quand vous appelez, vous payez. Vous payez. Ouais. Et en parlant de ça, pour que tout le monde tient à son téléphone aujourd'hui, ouais. mais il faut le recharger bien sûr. avec l'électricité. Bien sûr. Mais les gens sont prêts à payer les crédits pour téléphoner, mais ils ne sont pas prêts à payer l'électricité pour recharger leur téléphone. Ouais. Et l'État, pour le moment, fait d'énormes efforts dans ce sens. Mais on a été un peu en retard sur la campagne de sensibilisation. Et puis les EPA, les entités publiques, le gouvernement même était obligé de poser le problème. C'est que parfois nos entités publiques sont très mal gérées. C'est un peu aussi ça le paradoxe. Je ne vais pas aller jusque-là. Non, mais non, ce que je peux dire, c'est Ouais, constater c'est les efforts de l'État. 3 000 milliards. C'est comme si nous prenions tout ce que nous gagnons dans les recettes minières auxquelles je faisais allusion tout à ce point. Pour les dépenser uniquement pour l'électricité. Et avec quelle qualité à la sortie. Mais ceci n'est pas un effort que seul l'État peut faire. C'est doit être le comportement de toute personne qui vit sur ce territoire et qui se dit surtout citoyen. Voilà. Ces questions interviennent parce que vous avez un ministère transversal. Exactement. Donc, ça vous donne la légitimité de parler de toutes les questions qui concernent l'économie nationale, soit dit en passant. Vous pouvez Merci beaucoup. Voilà. Et donc, quand je parlais d'assurer le suivi du budget, je parlais surtout de l'équilibre, des équilibres budgétaires. Et dans cet équilibre budgétaire, les postes qui me donnent des maux de tête, c'est le poste énergie. Ouais. Donc, parler de légitimité pour que j'en parle, je ne sais pas s'il y a quelqu'un à part le ministre de l'Énergie qui peut tout à fait, vous avez parfaitement raison. Sinon, vous avez dans votre planning aussi d'autres actions ponctuelles. Vous avez cité tout à l'heure le cas de l'éducation. Vous avez dit que vous, au titre du FMI, vous avez voyagé un peu partout, dans tous les pays, surtout les pays en développement, vous les connaissez. Vous savez à quel point la question de l'éducation est cruciale et qu'il faut pour maintenir les enfants à l'école, il faut que les cantines scolaires fonctionnent et il faut aussi qu'il y ait dans le pays un service de transport assez important. En attendant que les ministres sectoriels peut-être n'en parlent, est-ce que vous avez quelques idées sur ce genre de réforme? Tout à fait. Dès que le Premier ministre Amadou Ouriba a pris fonction et que son gouvernement a été constitué, l'un des objectifs qui s'est assigné, c'était la réduction des coûts de la vie et l'allègement du panier de la ménagère. Et dans ce cadre, un task force a été constitué et ce task force, j'en étais responsable. Il nous avait assigné un certain nombre de missions, et parmi lesquelles faire en sorte que les cantines scolaires soient fonctionnelles de nouveau et que les bus que nous avons commandés soient payés pour faciliter la mobilité. Ceci a été fait et prochainement nous aurons ces bus ici. Il était temps, monsieur le ministre. Et subventionner le coût d'achat des fournitures scolaires, ceci a été fait. Et
faire en sorte que le port de Conakry fonctionne H24 pour faciliter la circulation des marchandises. Oui. Et vous comprendrez que Oui, cela baisser aussi a certains un coût. Voilà, baisser Parce certains coûts au que niveau chaque des fois que commerçants. un bien est stocké au port, là-bas, il y a des surestaries. Donc, et c'est le consommateur qui paye in fine. Donc, si le port de Conakry, par exemple, fonctionne H24 et que nous avons pris les dispositions, cela aussi réduit les coûts de la ménagère. Et il y a beaucoup d'autres activités que je ne peux pas citer ici. Mais je me permettrai aussi du côté des fonctionnaires. La révolution Oui, tout à fait. qui a été faite avant d'arriver au salaire. Mais quand un salarié tombe malade, pour se soigner, c'est un problème, surtout un salarié de la fonction publique. Et ça a été une action majeure que le président de la République a tenu à poser avec la participation à 18% de la contribution de l'État à la Caisse nationale de sécurité de prévoyance sociale. Ouais. Et pour vous donner en termes de valeur absolue ce que ça fait, avant l'État ne contribuait que 4 milliards par an. Maintenant, on est à 120 milliards par an. Pour que quand les fonctionnaires tombent malades, ils puissent se faire soigner. Évidemment, on peut se dire que bon, nous ne voyons pas tout ça, mais c'est des mécanismes qui se sont mis en place cette année et nous faisons tout pour les opérationnaliser. Et je suis sûr que dans 3 à 4 mois, ces actions-là vont devenir des routines et on passera à d'autres réformes. Monsieur le ministre, c'était la première partie de cette émission. Et il y a une autre partie qui va arriver. On l'a dénommée le face-à-face. Le face-à-face avec vous, Alpha Ousmane. Rebonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Barry. Voilà, je vais juste vous relancer avant de poser d'autres questions. La digitalisation est un outil de performance, on le sait. Facilite-t-elle la transparence aussi et la lutte contre la corruption? Tout à fait. Vous savez, un des objectifs majeurs que le président de la République m'a assigné, et à titre personnel, quand j'ai été nommé à ce poste, il dit, Monsieur Sylla, il faut moderniser cette administration. Et j'ai tenu à cœur cet objectif. C'est ainsi que dès que je suis venu dans ce département, la première chose que j'ai faite avec mes équipes, c'est de ressortir tout ce qui était là comme réforme, qui dormait dans les tiroirs. Je n'ai rien inventé. Les gens avaient fait un super boulot. Il s'agissait tout simplement de les exécuter. C'est ainsi que nous avons mis sur les rails la réforme sur la mobilisation et la sécurisation de la collecte des impôts à travers l'instrument SAFIC 2, qui va complètement révolutionner le système de collecte des impôts dans notre pays. Le système est déjà en marche. Il est en marche et il sera déployé de façon progressive pour atteindre son pic en 2026. Mais 2025 sera l'année cruciale. Et d'ailleurs, dès 2024, sa mise en œuvre nous a permis d'engranger beaucoup de recettes. C'est pourquoi nous on est arrivé jusqu'à 92% de nos objectifs en matière de fiscalité. Ça, c'était en novembre. Donc, si on ajoute le mois de décembre, les performances de décembre, on risque d'atteindre. On compte atteindre nos objectifs. Les 8%, quoi. De l'année 2024. Comment vous allez vous y prendre avant la fin de l'année? Ben, les services sont déployés et nous allons renforcer la mobilisation dans ce sens. Donc, ce n'a pas été la seule réforme. Du côté de la douane, nous avons renforcé la plateforme unique qui s'appelle GUSEC et le système Sidonia. Et c'est vrai qu'il y a des facteurs humains.
Et c'est ce qui fait que nous faisons tout pour éliminer les facteurs humains. Parce que ce facteur humain est le plus grand risque en matière de gestion des recettes. Tout à fait. Du côté du budget, c'est-à-dire du côté des dépenses, parce qu'une chose est de faire des réformes pour lever les ressources. Il faut faire les mêmes réformes digitales en matière de dépenses. Je vous ai tantôt parlé de ma tournée à l'intérieur du pays et l'importance que ce gouvernement attache à la décentralisation et dans son effectivité. Tout récemment, nous avons lancé un outil formidable qui s'appelle SONEA, un outil de gestion budgétaire au niveau des 33 préfectures et des 8 régions. Désormais, ces préfectures ne vont plus attendre 6 mois pour voir leurs dépenses effectuées à travers les ministères qui sont à Conakry. Ça sera en instantané. Justement, c'est la question que je voulais vous poser, parce que vous avez parlé de décentralisation. Il faut la déconcentration. Tout à fait. La déconcentration, c'est de transférer les moyens. Oui. Avant, il y avait le trésor public à l'intérieur du pays. Je ne sais pas quelle est l'institution qui s'occupe de ça aujourd'hui. Il y a tous les démembrements de tous les ministères dans nos régions. Donc vous êtes en phase d'installation de la déconcentration totale. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Et le Premier ministre, M. Amadou Ouriba, a tenu à ce que 20% de tous les budgets de fonctionnement des ministères soient dédiés aux préfectures. 20%. Mais pour le faire, il faut un instrument efficace. Il faut transformer, tout à fait. Avant M. Barry, ces préfectures peuvent attendre 6 mois avant de recevoir leur budget. Avec SONEA, comme son nom l'indique, les choses vont être très rapides. Et ça va être instantané. Et ça justifiera la présence de ces structures à l'intérieur du pays. Sinon, nous affectons les cadres là-bas, ils sont là. Ils s'ennuient, se tournent les pouces. Bon, ils font autre chose. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure des différentes directions, direction nationale du budget, des impôts, de l'information. Ce qui attire mon attention, c'est les douanes. Aujourd'hui, en tout cas, on entend qu'on a un montant énorme qui a disparu dans la nature. Pour le moment, on ne sait pas où. Voilà, est-ce que vous pouvez... 700 milliards, c'est énorme comme montant. Vous avez tout à fait raison, M. Barry. Comment ça va se passer concrètement? Vous avez tout à fait raison. Et ça, c'est une question qui est cruciale. Je vous parlais tantôt d'une chose qui est de mobiliser les recettes, mais autre chose de les sécuriser. Et dans toutes les réformes de digitalisation que nous menons, nous essayons d'éliminer le facteur humain. Parce que ce facteur humain est le plus grand risque. Qu'est-ce qui s'est passé à la douane? Il a été mis en place une plateforme qui s'appelle Guichet unique du commerce extérieur, en abrégé GUISEC. C'est cette plateforme qui doit traiter et recevoir tous les paiements. Mais pour la déployer, cette plateforme, ça a pris le temps. Et en la déployant de façon partielle, il y a eu des dérogations en disant, bon, en attendant qu'on finisse, vous pouvez faire ça manuellement. En attendant que nous déployons cette partie digitale, vous pouvez faire sur une autre plateforme de la douane qui s'appelle Sidonia. Pour ne pas bloquer le système. Pour ne pas bloquer le système, ce qui est tout à fait raisonnable. Sauf que quand la plateforme a été déployée totalement, au lieu de fermer les fenêtres qu'on avait ouvertes entre-temps provisoirement, ils ont continué à faire la même chose. Les autres, des petits malins, ont continué à faire la même chose. Et ces petits malins ont fait de gros dégâts. Oui. Et le chiffre que vous avancez de 700 milliards, soit l'équivalent de 82 millions de dollars. Oui. Dans sa politique de lutte contre la corruption, le président Mamadi Doumbouya a géré cette situation de façon très rapprochée. Très rapprochée. Et personne d'autre ne l'a fait. C'est lui-même qui s'est impliqué. Et nous avons fait avec lui tout ce qu'il fallait pour sécuriser
et fermer ses fenêtres et aussi mettre aux arrêts toutes les personnes suspectées. Parce qu'une chose reste claire aussi, nous sommes un État de droit. Toutes ces personnes interpellées aujourd'hui sont présumées innocentes. Jusqu'à la présomption d'innocence est quelque chose de fondamental. Absolument. Pour l'honneur de nos collègues et pour l'état de droit. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été interpellé qu'il est coupable. Ceci doit être bien compris. Mais la justice fera son travail. Et je ne souhaite pas m'étendre trop sur ce point, d'autant plus que l'action est déjà judiciarisée. Nous ne pouvons plus que... observer et attendre. Non, contrôler les dommages. OK. Et faire en sorte qu'il n'y ait plus ce type d'opération. OK. Avant de revenir à l'électricité, la question que je voulais vous poser, c'est d'expliquer à nos téléspectateurs quel est le rôle du ministère du Budget et quel est le rôle du ministère de l'Économie et des Finances. Parce que quelquefois, il y a des confusions. OK. Le ministère du Budget que nous avons l'honneur de diriger, comme je l'ai dit, a la Direction générale des impôts, la Direction générale de la douane, ce qui fait que nous sommes en charge de collecter et d'administrer les régies financières de mobilité, les régies de recettes. Et de l'autre côté, les dépenses. Et comment s'assurer que les biens de l'État qui sont acquis dans ce sens sont préservés, d'où l'existence de la Direction nationale de la comptabilité matière. OK. Qui contrôle l'effectivité des... Tous les biens. Tous les biens. Tous les biens et meubles de l'État. De l'État. Voilà. C'est une direction nationale très importante. Oui. Et la direction nationale, la direction générale du budget, qui est le chef d'orchestre de toute cette structure de dépenses aussi. Et donc, voilà ce que ce ministère fait. Et nous veillons à ce que deux points essentiels qu'on n'a pas abordés depuis le début de cette émission. Nous faisons tout pour que la pression fiscale soit moindre. Non, qu'elle soit la plus élevée. La plus élevée. Non, qu'elle reflète les réalités de notre économie. Voilà, c'est ça. Oui, 7%. Ce qui est fait que nous sommes dans la moyenne actuellement de 12%. De 12%, voilà. C'est pas mal. Nous voudrons nous rapprocher des 18% et des 15%. Donc, c'est tout un programme. C'est un objectif à moyen ou long terme? Moins à long terme. Est-ce que l'économie est préparée à ce genre Si, on doit le faire par la sensibilisation en élargissant l'assiette fiscale. Mais autre chose que ce ministère fait et qui est extrêmement important, c'est de veiller à l'équilibre budgétaire. Je l'ai dit tantôt, en bon père de famille, il ne faut pas dépenser plus que ce que... Sinon, on s'endette. Et l'endettement n'est pas mauvais en soi. Mais si vous vous endettez pour acheter des voitures, pour réaliser des éléphants blancs, ça cause des problèmes. Mais si vous vous endettez pour investir dans l'infrastructure socio-économique, pour former vos enfants, ça c'est positif. Et donc, nous faisons tout pour que l'endettement qui peut résulter d'un déficit élevé ne soit pas un processus qui nous mène vers... Qu'il ne soit pas un facteur bloquant pour le développement économique. Qui peut compromettre nos équilibres financiers. Okay. Et en gouvernement responsable, nous avons tout fait pour que le déficit soit maintenu en deçà des 3%. Ça, c'est pas mal, ça. Et je veux dire qu'il y a une nette amélioration par rapport à l'année dernière. Tout à fait, parce qu'il faut tout le temps s'améliorer, tout le temps reformer. Et dans ce sens, sur la loi de finances initiale 2024, nous projetons un déficit de 3,8%. Oui, ça monte un peu. Mais dans la loi des finances rectificatives 2024, on est tombé à 3,1%. 3,2%
3, mais la réalisation nous amène vers 3,1. Et on a voulu, dès 2025 maintenant, passer sous la barre des 3% pour arriver à 2,8%. D'autres peuvent dire que c'est un peu restrictif comme politique budgétaire, mais tout ceci est lié. Quand vous avez votre propre monnaie, comme la Banque centrale de la République de Guinée bat comme monnaie, et que l'accès aux marchés internationaux est limité, quand vous créez le déficit, qu'est-ce que vous faites? Vous faites appel au financement monétaire, c'est-à-dire à la planche à billets. Et quand vous imprimez beaucoup de monnaie, l'inflation vient et ça frappe tout le monde. Oui. Et c'est pourquoi le ministère que j'ai l'honneur de diriger fait tout pour une gestion saine, pour ne pas que l'État soit dans des conditions où elle peut demander des financements monétaires du budget de l'État. Aujourd'hui, quand on voit le taux d'échange entre le franc guinéen et les autres devises, il y a un certain équilibre. Stable. Il y a la stabilité. Par rapport à ça, ça ne monte pas trop, ça descend souvent. Merci. Voilà. Donc je voulais aussi revenir sur les efforts énormes que le gouvernement fournit pour trouver des solutions pour l'électricité. Pour que les consommateurs, est-ce que vous envisagez des solutions, à part le prépayé, pour que les consommateurs payent des factures raisonnables? Est-ce qu'il y a une politique de sensibilisation qui va être mise en place pour apprendre aux ménages à éteindre une ampoule, à ne pas consommer, etc., etc. Parce que moi, je vois quelquefois dans l'éclairage public, c'est allumé jusqu'à 10h, 11h. Juste sur l'éclairage public, parce que cet aspect pédagogique relève beaucoup plus du ministère de l'Énergie. Évidemment. Voilà. Comme mon ministère est transversal, nous recevons les impacts financiers. Mais ce n'est pas nos ressources, c'est les ressources de tous les citoyens. Tout à fait. Et donc, tout ce que je peux faire en attendant l'arrivée de mon collègue en charge de l'énergie sur ce plateau, c'est de faire appel à tout le monde que l'énergie, c'est un bien marchand. Il faut gérer. C'est un bien marchand comme la téléphonie. Et je suis sûr que nous ferons comme les autres pays. Le Guinéen n'est pas différent du Sénégalais, de l'Ivoirien, du Burkinabé. Toutes ces populations payent leur électricité. Nous aussi, on paiera arriver à un moment. Mais les moyens pour le faire, ça, je laisse ça. Ailleurs, on les aide même à ne pas gaspiller l'énergie. Tous ces aspects vont être abordés par mon collègue de l'énergie. Avec votre permission, vous allez écouter certains de nos compatriotes qui ont choisi de vous poser certaines questions qui les préoccupent. Et vous allez les écouter et apporter votre réponse. Quartier de Soumambousia, fait de ronde dans la dena moutan torobe. Nous vous faisons un ministre, Kabira fait un ministre de la Mounaïra. Be école publique Mouna Mouna. Kéré. T'es fait par coupure beau. Féré. Yé fait par Wati na la lama. Marché yati. Amuna Moura de Maïra. Sarusodi. Amuna. Grande na be follow ke mura nyom na mantrole na Soumambousia quartier ku dia faira donc o fa ko ma bori to lo ko ma ala barara gi wo ka ko fa ndi ko mo kana na ma se de ya ke na se de wira ministre ka ma se mu be a ministre na so mo wira dinara di kono Soumambousia muna ya ma parce que ça fait abara bu muta na quartier ku depuis 85 muna quartier ku marché Mounana, cimetière digne de nom à Mouna, école publique Mouna. Yéfé Moussabatiri, Krafé Moussabatiri, créé par un follow, assez ce Moula non. Nous nous faisons qu'on fasse une année par retard. Donc, quand on passe sur Mouira, Mouta n'a pas fait massif, n'a pas salé la mode. Notre compatriote de Soumambousia a dit
ce que tout citoyen de la République de Guinée pourrait dire. À des degrés divers, nous sommes logés à la même enseigne. Nous voyons des routes qui ont commencé, mais qui sont là maintenant pas achevées. Et on ne comprend pas pourquoi. Nous avons des problèmes pour les écoles. Il n'y a pas des écoles publiques partout. Et le problème de coupure d'électricité se pose encore. On en a largement parlé. Des infrastructures socio-économiques telles que les marchés, les cimetières, c'est des préoccupations fondamentales de nos citoyens. C'est pourquoi quand vous prenez notre budget 2025, il est totalement aligné sur le programme Simandou 2040. Et tous ces aspects sont pris en compte et avec des priorités pour chacune de ces composantes. Cela dit, nous avons deux problèmes majeurs. Un problème de mobilisation des recettes. Parce qu'on a beau faire des progressions de 12%, il y a de la marge encore. Nous devrons mobiliser plus de ressources pour faire face aux besoins de financement qui sont cités par mon compatriote de Simon Bossia. Il y a deux façons de financer ces investissements. La mobilisation interne d'abord des ressources, et c'est ce que nous faisons. Tout ce que nous avons discuté depuis le début de l'émission, ces efforts tendent à cela, augmenter les recettes fiscales. Mais nous avons besoin aussi de l'appui extérieur pour mobiliser plus de ressources financières. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, une fois qu'on a pu mobiliser les ressources, on a pu résoudre ce premier problème, comment dépenser efficacement. Et ça pose toute la problématique de l'amélioration de la capacité d'absorption de l'État. Vous me présentez, en tant que ministre du Budget, la réalisation d'une route. Et il se trouve que même les études de faisabilité de cette route ne sont pas faites. On l'inscrit dans le budget, les allocations budgétaires sont là, mais ce n'est que quand on est avancé dans le processus budgétaire qu'on commence à faire cette processus. La même chose pour les écoles ou pour toutes les infrastructures. Donc, c'est une des faiblesses majeures de l'administration guinéenne, de beaucoup d'administrations, mais surtout de notre administration. Et on se doit la vérité aux citoyens. Les ressources et les moyens existent, mais comment les déployer, c'est là où tout le problème... Et dans la transparence. Et dans la transparence, cela va de soi. C'est là où se pose toute la problématique. Tout à fait. Augmenter notre capacité d'absorption. Et ce point est extrêmement important. Parce que même si nous avons, à travers la réalisation des projets pharaoniques et gigantesques, comme on peut trouver tous les superlatifs, et ces superlatifs, le projet Simandou le mérite, même si on a toutes ces ressources pour ce projet Simandou, si nous ne nous reformons pas, si nous n'améliorons pas nos capacités d'absorption, on aura des ressources et on n'aura rien. Pour être terre à terre, c'est comme ce que Bob Marley disait, que dans l'abondance de l'eau, le fou aura toujours soif. Même si vous avez des ressources, si vous ne savez pas les utiliser, ça aboutira à la dilapidation et à la gabegie et à la création d'éléphants blancs. C'est pourquoi cette administration à laquelle j'ai l'honneur de faire partie, nous devons tout faire pour nous reformer, pour améliorer nos qualités et nos méthodes de travail. Et en cela, il ne faut pas être révolutionnaire. Il faut tout simplement faire ce qui doit être fait. À notre propre niveau, au ministère du Budget, depuis que je suis venu, il y a une pratique que j'ai instaurée, la pratique de zéro paraffeur. Elle est extrêmement importante et d'autres diront révolutionnaire. Pourtant, c'est un petit geste. Mais significatif.
Personne ne doit laisser un parapheur dormir dans son bureau Pas signé. et partir, aller se coucher tranquillement. De ce parapheur dépendent la vie de beaucoup de vos concitoyens. Absolument. De ce parapheur dépend la réalisation de plusieurs projets. De ce parapheur dépendent le niveau de satisfaction de nos citoyens. Et de ce parapheur dépend le niveau de satisfaction des citoyens vis-à-vis de notre président. Oui, absolument. Et de tout son programme ambitieux. Absolument. Donc, faire cette petite révolution, ne jamais sortir de son bureau et laisser son parapheur, c'est extrêmement important. Et, M. Barry et M. le journaliste, cette pratique enlève souvent à plusieurs pratiquants de trafic d'influence ou de trafic de tout genre, de dire que le parapheur est chez le ministre. C'est un vocabulaire qui est complètement exclu. Le ministre, quoi. C'est un courant, est galvaudé même. Chez nous, au ministère du Budget, ce vocabulaire-là n'existe plus. Vous ne pouvez pas dire qu'un parapheur est chez le ministre. Et derrière ce geste simple, il y a l'engagement personnel. À savoir que vous êtes ministre de la République, pas pour faire de la représentation, mais pour vous asseoir et travailler. Sur le secteur prioritaire. Votre travail, comme l'enseignant doit être en classe. Tout à fait. Le médecin à l'hôpital. Le médecin à l'hôpital. Ouais. Le ministre que je suis, je dois être derrière mon bureau et évacuer tous les parapheurs. Une fois que j'ai fait cela, je peux aller inspecter mes services, voir ce qui se passe et aller jusqu'à Zo pour visiter ce qui se passe sur le terrain. Monsieur le ministre, on est là dans la dernière dizaine de minutes de notre émission, de notre temps d'antenne. Alphonse Ousmane, vous parliez tout à l'heure d'une question que vous vouliez poser dans le face-à-face. Est-ce que vous pouvez la poser maintenant? Voilà, je vais, pour ne pas l'encombrer, je pose deux questions, mais qui ne vont pas l'obliger à être trop long. Ok. On a parlé de l'éducation, des secteurs prioritaires de l'État. Je voudrais, monsieur le ministre, que nous parlions de l'eau. Nous sommes le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Vous allez dans certains robinets, vous tournez le robinet, l'eau ne coule pas. Est-ce que le gouvernement a entrepris de faire des choses pour régler définitivement le problème de l'eau, de la distribution de l'eau? La dernière question, c'était quelle solution pour régler le problème des déchets de toutes sortes, des déchets plastiques, ménagères, solides et liquides, sachant qu'une société spécialisée peut ramasser les ordures, les transformer en gaz, en engrais et en énergie. Je pense que ce projet-là existe depuis très longtemps, mais pour le moment, qu'est-ce que vous en faites? Rassurez-vous, votre collègue reviendra beaucoup plus en détail sur ces questions, Ouais. parce que la salubrité relève du ministère de l'administration du territoire. Okay. Voilà. Merci et l'eau beaucoup. du ministère de l'hydraulique. Okay. Oui, mais il peut dire correctement, vous êtes correct dans ce que vous dites. Et ce que je peux dire en tant que membre du gouvernement, et donc solidaire de mes collègues en attendant qu'ils viennent ici, depuis un certain moment, depuis plusieurs décennies même, le secteur de l'eau a été négligé. le projet eau. Et ce qui fait que bon an, mal an, on passe tout le temps à taper sur la pauvre Sègre et on ne lui donne pas les moyens. Mais, depuis l'arrivée aux responsabilités du président Mamadi Doumbouya, ce secteur a été mis au cœur des priorités. C'est ce qui fait que les premières démarches que nous avons eues avec nos partenaires, notamment la Banque mondiale et autres bailleurs de fonds, y compris l'Inde, et ça je peux vous le dire en tant que gouverneur pays pour la Banque mondiale, nous aurons l'un des plus grands projets de l'ordre de 400 millions de dollars pour le secteur de l'eau à partir de cette année. Et les dispositions administratives sont déjà prises. Il ne reste plus qu'à déployer. Mais mes collègues vous parleront de ce projet.
ce projet aussi va impacter significativement ce secteur. Et ce secteur n'a jamais eu à bénéficier d'un tel apport. Le deuxième volet de votre question, la gestion des déchets. Vous savez comment on définit un État failli? Les premiers signes, c'est un État qui n'arrive pas à assurer la gestion de ces déchets. Et après, la sécurité. Heureusement, Dieu merci, nous ne sommes pas à ce stade. Notre sécurité, aujourd'hui, on peut dormir tranquille. Mais l'affaire de déchets est quelque chose de très important. Monsieur Barry, votre question me donne l'opportunité de faire un appel à nos concitoyens. Dans ce pays, on a invisibilisé la saleté. Oui. Vous sortez tout de suite d'ici, vous donnez un chasseur d'eau à quelqu'un. La première, dès qu'il finit de... Voilà, il jette. Il jette. La meilleure façon de nettoyer quelque chose, c'est de ne pas le salir. Tout à fait. Donc, si chacun gère ses propres déchets correctement, ne jette pas à travers la vitre d'une fenêtre, Ou de la voiture. de la voiture et de son endroit où il est assis, on fera un bond énorme. Mais cela n'exonère pas l'État de ses responsabilités Oui, oui. pour la collecte et la gestion de ces déchets. Et l'occasion que vous me donnez, en attendant que mon collègue du MATD soit là, une des décisions phares que le président a eu à prendre ces derniers temps, ce n'est pas connu, j'en profite pour l'annoncer, c'est de mettre au cœur de la gestion de ces déchets les nouvelles collectivités décentralisées. On vient de créer 33 délégations spéciales à Conakry. Oui. La décentraliser vraiment. C'est pas pour de la représentation ou de la figuration. Ces délégations doivent travailler. Et le travail qu'elles doivent faire, on doit leur donner des moyens. C'est pourquoi vous verrez tout de suite quand vous sortez que la plupart des bennes à ordures qui étaient là, ça et là, dispersées, on ne sait même pas dans les mains de qui, sont dans les mains aussi de ces délégations régionales aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est positif. Ça. Et on ne s'arrête pas là, on va leur donner des moyens. C'est minimum 3 milliards de nos francs guinéens qui sont affectés à ces collectivités par mois. Par collectivité ou à l'ensemble des... À l'ensemble, des rien que pour Conakry. Ok, d'accord. Ok. Rien que pour Conakry. Et donc, on va aller avec cette phase et on va mobiliser toutes les bonnes volontés pour que notre Conakry soit propre. Et après ça, aller à l'intérieur du pays. C'est ce que je pouvais dire sur ce sujet. On n'est plus très loin. On n'est plus très loin de la fin de cette émission. Vous êtes gouverneur pour la Banque mondiale de la Guinée. Quels sont, selon vous, puisque tout le monde est unanime à dire que les chiffres de notre économie s'est montrée résiliente, d'abord une question assez simple. Jusqu'à quand notre économie va être résiliente, surtout qu'on ne dépend que des mines? Et gouverneur pour la Banque mondiale, quelles peuvent être les pistes de réforme pour la Guinée sur les prochains mois et les prochaines années? Merci beaucoup. Si je comprends bien votre question, nous gérons bien actuellement notre économie et nous faisons des efforts internes pour assurer l'équilibre macroéconomique. Et au-delà, est-ce que nous avons des apports externes? On en a, mais pas suffisant. Pas suffisant. Et c'est pourquoi, bien que comptant sur nos propres efforts, nous avons l'appui et nous sollicitons l'appui de beaucoup de nos partenaires, surtout les institutions de Bretton Woods. Et cela va se faire à travers notamment la réalisation ou la rentrée en programme avec le FMI prochainement.
mon collègue du ministre de l'économie et des finances, qui est gouverneur pour le FMI, va en parler quand il va passer. C'est une directive du Premier ministre et les plus hautes autorités sont engagées dans ce sens. Et d'ailleurs, ce n'est même pas quelque chose qu'on nous impose, c'est nous-mêmes qui le voulons. Parce que voyez-vous, tout le monde nous dit, mais écoutez, vous faites tellement de réformes. Pourquoi vous n'engagerez pas un dialogue avec les partenaires extérieurs pour que ces réformes soient aussi financées et qu'ils vous accompagnent? On dit, pourquoi pas? Et c'est là où on en est. Et on va tout mettre en œuvre pour que ces réformes continuent et continuent à être appuyées par nos partenaires. Et ceci est d'autant plus important que si on se projette en 2026, 2027, avec l'arrivée des premières recettes du projet Simandou, c'est maintenant qu'il faut commencer à se préparer à bien gérer. Et nous nous apprêtons pour cela. En termes de conclusion, quelle est l'idée majeure qui vous vient au pif comme ça en tête? Ce que je peux dire, c'est d'appeler mes concitoyens à de la responsabilité. Quand je dis concitoyens, ceux qui sont chargés de la gestion des biens de l'État, comme les autres citoyens, de s'approprier de tout ce qui est chose publique, y compris les recettes de l'État, mais les dépenses aussi de l'État. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci d'être passé. Merci. Sur ce plateau, nous avons reçu le ministre du Budget, Monsieur Fassine Sylla. Vous êtes aux responsabilités il y a moins d'une année, hein, c'est Merci ça? beaucoup. Merci beaucoup. Alpha Ousmane Diango Lobari a conduit ce débat avec moi. Ibrahima Khalid a quitté par ici. Merci, tout le plaisir a été pour nous. À très vite.